Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Des cyclistes se sont réunis accompagnés de leur monture devant le parvis du stade Louis II à l'occasion de la journée mondiale sans voiture. Nous avons assisté à la rentrée des étudiants de l'ESAP, l'École supérieure d'art plastique. L'association des industries hôtelières monégasques a remis ses awards lors de la soirée de gala vendredi. Et enfin direction la Roumanie où l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était invité mi-septembre à participer à un festival de renommée internationale. Nous vous parlions dans une précédente édition de la Semaine de la mobilité, une belle initiative. À présent, des cyclistes se sont réunis avec leur monture sur le parvis du stade Louis II. Frédéric Elion y était, reportage. Depuis 1998, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, une journée mondiale sans voiture a été instaurée afin de permettre aux cyclistes, piétons, rollers de s'approprier l'espace urbain. L'initiative a été suivie ce matin à Monaco. Une vingtaine de cyclistes se sont rassemblés pour marquer le coup. Ils ont roulé ensemble et sont arrivés sur le parvis du stade Louis II. Certains se rendent tous les matins à vélo à leur travail, d'autres 2 ou 3 fois par semaine. Ils se sont tous regroupés au sein d'une association. L'association c'est SBM Cycling, donc on l'a ouverte en France et on a demandé des subventions à la boîte SBM Offshore. Et les membres font tous partie pour l'instant de la boîte SBM Offshore. Et ensuite on essaie de recruter des externes, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent à l'hôpital, à l'IM2S, des gens qui travaillent à Decathlon également, donc on essaie de petit à petit de rassembler du monde, des externes. À SBM Offshore et histoire d'avoir un bon groupe. Tu participes au fait qu'il y a moins de pollution, c'est mieux pour tous et tu comprends que si beaucoup plus de monde venait en vélo, c'était mieux. En plus, je vais plus vite que les voitures, surtout des Roquebrune à Monaco, donc ouais, ça serait avantageux. Pas mal de personnes m'ont dit que ça serait bien qu'on fasse ça plus souvent, histoire qu'on le fasse tous les mois. Donc bon, tout le monde m'a donné son numéro et donc on va essayer de renouveler ça plus souvent. L'association compte près de 60 inscrits, une quarantaine roulent régulièrement. Au vu du succès de ce rassemblement mardi matin, l'opération pourrait être renouvelée prochainement. C'était la rentrée ce lundi pour les étudiants de l'ESAP, l'École supérieure d'art plastique, une école qui forme depuis un peu plus de 10 ans des jeunes au métier d'art plastique et à la scénographie. 18 nouveaux élèves ont intégré cette filière pour cette rentrée 2015. Reportage de Dominique Poulain. Jour de rentrée à l'ESAP, l'École supérieure des arts plastiques, et bien que ces postes bacheliers soient habitués aux rentrées scolaires, voire universitaires, il y a toujours une petite appréhension, surtout chez les nouveaux étudiants. Stressé, mais ça va. Stressé quand même ? Ouais, mais là c'est encore plus stressant du coup, merci hein. Super premier jour. La première fois que je rentre, que je quitte, on va dire, le domaine familial, que je viens m'installer loin de chez moi et donc bon, c'est comme je disais, nouveau c'est autre chose. Ouais, c'est la rentrée, c'est normal et il fallait que ça arrive un jour. Donc, on est heureux, on est fiers d'être là et voilà, on fait ce qu'on avait envie de faire. Donc on est parti pour 5 bonnes années, je pense. Pour cette rentrée 2015, 18 nouveaux étudiants sélectionnés sur concours ont décidé d'intégrer l'ESAP et donc de s'orienter vers les nombreux métiers liés à la création artistique, au graphisme, à l'illustration, au design ou encore à l'enseignement. J'ai toujours été un peu attiré par l'art, les beaux-arts, le design, ce genre de choses et la scénographie c'était quelque chose qui me plaisait bien et donc j'avais envie de commencer mes études artistiques par là en fait. Ma famille est un peu là-dedans, ma mère est danseuse, du coup la scénographie, c'était voilà. L'art, la scénographie, c'est un peu la passion. Et après, vous voulez faire quoi ? Scénographe. C'est là où je me voyais le plus. Je pense comme la majorité des élèves ici, on n'a jamais été réellement très très scolaire et les arts plastiques, ça nous permet un peu de pouvoir nous évader dans diverses branches sans pour autant être sortis du système. L'accueil est chaleureux autour d'un petit déjeuner. Malgré tout, à 9h, c'est l'heure de la rentrée pour l'ensemble des étudiants et l'heure de la découverte pour les petits nouveaux. La directrice de l'école leur souhaite la bienvenue, leur détaille le programme des cours avant de présenter les professeurs. Le pavillon Bosio, qui héberge l'école, a connu différentes métamorphoses avant d'afficher son identité actuelle. D'abord,
école de dessin, puis école des beaux-arts. Elle devient en 2004 école supérieure des arts plastiques avec une spécialisation en scénographie. Nous avons finalement deux options qui sont réunies en une seule, l'art et la scénographie, puisque dans les écoles d'art, on rencontre des options, soit communication, art ou design. Et c'est une option un petit peu particulière puisqu'elle permet aux étudiants d'appréhender comme ça deux formations, une formation en art, les arts plastiques, et une formation en scénographie, c'est-à-dire qu'on va s'interroger comme ça sur la manière de montrer les œuvres dans des espaces totalement différents, que ce soit la danse, le plateau, le théâtre, l'exposition aussi, le lieu de l'exposition. Les étudiants viennent de différents horizons, mais tous ont en commun la passion des arts plastiques et une certaine créativité. Ce que je place comme qualité réellement importante pour faire une école d'art, celle-ci ou une autre, ce serait vraiment déjà celle de la sincérité en fait, savoir de réellement se poser la question pourquoi est-ce que je fais ça et de trouver la réponse en fait. Et une réponse soit sincère, parce qu'effectivement c'est pas comme une fac où on peut faire ça. On ne vous donne pas un questionnaire, il faut le remplir et il y a des bonnes réponses. C'est quelque chose qui part d'ici. Et c'est ça qu'on met en branle en fait dans le champ de l'art contemporain. Donc c'est vrai qu'en ça diffère réellement d'autres études. Et c'est ça le véritable challenge. L'école s'adresse à tous les jeunes intéressés par les études d'art plastique, bien sûr, mais aussi à ceux curieux d'art et de culture. Les cours sont dispensés par 11 professeurs et 5 assistants spécialisés, et un diplôme national d'art plastique vient couronner 5 années d'études. Après, que fait-on après 5 longues années d'études? Parce que c'est long dans le parcours d'une vie de faire ces études. On peut, étant donné qu'on reçoit une formation extrêmement polyvalente, on peut travailler tout près des musées, au plus près des musées, dans des carrières totalement différentes, près du théâtre, près de compagnies de danse, près de la publicité, comme la photographie, le graphisme, et puis on peut aussi avoir une carrière quand même d'artiste, ce qui est l'objectif premier de la formation dans les écoles d'art. Les bons résultats de l'ESSAP ont fait la réputation du pavillon Bosio, partout en France, mais aussi en Europe et à l'étranger. Direction le Fairmont, l'établissement monégasque accueillait vendredi soir le gala de l'AIHM, l'association des industries hôtelières monégasques. À cette occasion, plusieurs awards ont été décernés. Frédéric Elion. L'hôtellerie et la restauration, c'est plus de 6000 emplois en moyenne à l'année en principauté, soit près de 12% des salariés à Monaco. Vendredi soir, au Fairmont Monte-Carlo, toute cette grande famille était réunie pour le gala de l'AIHM, l'association des industries hôtelières monégasques. De nombreuses personnalités de la principauté avaient fait le déplacement pour ce gala particulier, puisque l'association fêtait ses 70 ans. Effectivement, de trouver toute une profession soudée, c'est important. Pour les 70 ans, c'est une réussite. C'est quoi le but de cette soirée finalement? C'est que toutes les personnes de la profession se rencontrent et apprennent à se connaître. Et aussi de récompenser les personnes qui sont vraiment exemplaires dans leur travail, qui participent à la vie de la principauté. Déjà dans leur travail, avec les collègues dans les hôtels ou les restaurants. Et c'est un tout, c'est la fête de l'hôtellerie et la restauration. Côté cuisine, les 300 personnes présentes ont pu déguster un repas gastronomique concocté par 12 grands chefs des établissements monégasques. Côté récompense, plusieurs awards ont également été décernés. Celui du mérite, l'award d'excellence avec et sans contact clientèle et un award d'honneur. Écoutez, dans un premier temps, une très grande surprise parce que je ne m'attendais pas. Mais je pense, comme j'ai dit au moment de l'avoir reçu, c'est que c'est une reconnaissance de ce qui a été fait en équipe au Fairmont Monte-Carlo pour continuer à grandir, à innover et à mener l'hôtel là où il le mérite, avec évidemment la destination de Monaco. Pour moi, c'est une satisfaction et un résultat d'un travail de plusieurs années de travail avec une équipe, parce que sans une équipe, le chef n'est rien. Et je voulais remercier aussi toute ma famille pour leur soutien et l'équipe du Méridien aussi. On est une équipe de 5 pâtissiers et tous les jours on essaie de trouver des nouveautés, d'apporter de nouvelles satisfactions, nouvelles saveurs et découvertes pour satisfaire au mieux nos clients. La soirée a été marquée aussi par la remise d'un chèque à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Le reste de l'actualité, en bref.
Une cérémonie émouvante dans la résidence du ministre. Michel Roger vient de remettre une lettre de félicitations à 2 employés de la société PG Plastique, François-Hugues Abrard et Jean-Jacques Mess. Ils ont prodigué le 4 mai dernier un massage d'urgence à l'un de leurs collègues victimes d'un arrêt cardiaque. Ils ont également pu mettre en place un défibrillateur semi-automatique sur la victime, aujourd'hui parfaitement rétabli, vous le voyez ici, vêtu d'un blouson en cuir. Une lettre de félicitations a également été remise au carabinier Luc Bigini, intervenu le 8 septembre dernier dans le parking du centre commercial de Fontvieille pour porter secours à une dame victime d'un malaise cardiaque. Grâce au massage pratiqué, la victime a pu également être sauvée. L'expérience politique tunisienne, quel succès pour quelle démocratie? Voici le thème d'une conférence organisée par l'association Monaco-Tunisie avec le soutien de la fondation Anna Linde. L'intervenant, Shiran Ben Abderrazak, est revenu sur les 4 années post-révolution en Tunisie. Dans un autre registre, la chorale Oukantine Diamidji s'est retrouvée au centre Régnier 3 à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette chorale intergénérationnelle est composée d'enfants de l'école des Rêvoirs et de personnes atteintes de cette maladie. On reste dans le domaine musical, direction la Roumanie, où l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était invité à participer mi-septembre à un festival de renommée internationale. Voyez ce reportage sur place de José Sacré et Serge Prémont. Les 15 et 16 septembre 2015, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était à Bucarest, en Roumanie, pour la première fois invité du prestigieux festival international George Enescu. C'est un des festivals les plus importants du monde. Vous avez vu quel est le niveau de tous les orchestres. Ce soir, il y a Wien, avant-hier, il y avait le Berlin. Il y a tous les plus grands orchestres du monde sont là. Donc c'est un concert très important. Ils nous ont invités tout simplement. Et ça veut dire que la réputation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo monte toujours. Au programme de ces 2 concerts de la formation monégasque, dirigés l'un par le maestro Gelmetti avec le violoniste David Garrett, l'autre par le chef roumain Cristian Mandeal, des œuvres de Bartók, Mahler, Bruch, Ravel et bien sûr des œuvres de George Enescu, ce grand violoniste, chef d'orchestre et compositeur roumain, né en 1881 et mort en 1955, qui fut l'élève notamment de Fauré et de Massenet et qui aujourd'hui est en quelque sorte l'idole, le héros musical de tout un peuple. Ce festival, quelle est sa raison d'être ? De mieux faire connaître Enescu ou de le célébrer en faisant venir les meilleurs artistes du moment? Tous les deux. Enescu, pour nous, c'est le dieu musical. Nous n'avons pas une plus grande que lui. D'autre côté, bien sûr que c'est très nécessaire pour notre public d'accueillir tous ces grands orchestres, ces grands chefs, tout ce grand programme du XXe siècle, etc. C'est une geste de culture aussi, pas seulement de la propagande. Pour terminer son premier concert à Bucarest, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Gianluigi Gelmetti, a offert au public une interprétation exceptionnelle du boléro de Ravel, qui a littéralement galvanisé le public, certes naturellement chaleureux, mais surtout fin connaisseur. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire cette première semaine d'automne? Voici la météo. Mercredi, un temps incertain. Les nuages seront par moments menaçants avec un risque d'averse. Il faudra compter aussi sur quelques éclaircies. Les températures sont en légère baisse de 18 à 23 degrés. Jeudi, une amélioration, un beau ciel bleu, presque sans nuages. Les températures restent agréables de 17 à 24 degrés. Vendredi, une belle journée également et des températures logiques pour la saison de 18 à 24 degrés. Et enfin samedi, un temps sec et ensoleillé. Il fera de 18 à 25 degrés.
En résumé, il va faire assez beau, mais ne faites pas comme moi, sortez couverts, ça vous évitera d'attraper un rhume. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.